Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Zoé Dubus et la prohibition du LSD en France, épisode 1. Je suis très heureux de vous présenter cette interview de Zoé Dubus parce qu'elle permet de comprendre à quel point la politique française des drogues est établie parfois non pas à partir de données rationnelles, scientifiques, mais plutôt en réaction à ce qu'on pourrait appeler une panique médiatique et politique. Zoé Dubus est doctorante en histoire, elle s'intéresse en particulier à l'histoire des substances psychotropes et de leurs liens avec la médecine. Elle fait partie de la Société psychédélique française, ce groupe de chercheurs qui fait de la médiation scientifique autour du thème des psychédéliques. Et parmi ses publications, un article intitulé « Le traitement médiatique du LSD en France en 1966, de la panique morale à la fin des études cliniques ». Il est paru dans le dernier numéro de la revue du Cygne Noir. Je trouve cet article passionnant parce qu'il permet de répondre précisément à cette question. Pourquoi le LSD a-t-il été interdit en France ? C'est une vraie question parce qu'au début des années 60 en France, le LSD est surtout utilisé par des scientifiques. Il n'y a pas vraiment d'usage populaire. À l'époque, il y avait déjà des études qui avaient abouti à des résultats intéressants, alors surtout aux États-Unis, mais en France aussi. Et finalement, 40 ans après, on se rend compte que les psychédéliques peuvent être en effet intéressants pour traiter certaines pathologies. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tout d'un coup, tout s'est arrêté en 1966 ? Zoé Dubus va vous l'expliquer en détail, en 2 épisodes, et vous allez voir, c'est assez édifiant. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. D'abord, le LSD, il a commencé à être diffusé pour les médecins en 1947, à partir de 1947. En France, le premier médecin qui fait la demande à Sandoz pour en obtenir, c'est Jean Thuillier à Sainte-Anne en 1951. Et donc, c'est à partir de 1951 que les études vont commencer en France. D'abord, les scientifiques s'intéressent plutôt à faire des expériences sur le cerveau. Donc, ce qui les intéresse à ce moment-là, c'est de voir comment cette substance fonctionne sur les neurotransmetteurs, qui sont des nouvelles choses qu'on découvre dans le cerveau en fait à ce moment-là. On fait des nouvelles expériences qui permettent notamment de découvrir la sérotonine. Et il s'avère que le LSD touche ce récepteur-là dans notre cerveau. Donc, il y a plein de recherches qui vont être faites en France notamment, de manière expérimentale pour essayer de comprendre ce que fait le LSD sur le cerveau. Et puis, à la fin des années 50, il y a des psychiatres qui vont s'y intéresser aussi, qui vont commencer à essayer de voir s'il pourrait y avoir des intérêts thérapeutiques liés à cette substance-là. Le problème, c'est qu'en France, les psychiatres restent dans un modèle psychiatrique un peu archaïque à ce moment-là, qui est très vite dépassé, par exemple en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Et ils vont utiliser le LSD comme n'importe quel médicament, sans se poser trop de questions sur comment il faudrait l'administrer pour que la séance se passe bien. Ce qui fait que les expériences se passent pas très bien et donc ils n'ont pas vraiment de résultats thérapeutiques avec les patients et surtout les patientes avec lesquelles ils utilisent le LSD. Donc la communauté médicale estime à la fin des années 50 qu'il n'y a pas un grand intérêt thérapeutique du LSD, mais que ça reste une substance qui est intéressante pour faire des expériences. Donc en France, dans les années 60, le LSD, il est surtout utilisé pour étudier la valeur des neuroleptiques, qui sont les nouveaux médicaments antipsychotiques qui sont développés par la France. Et donc on va donner du LSD à des personnes qui ne sont pas malades pour déclencher des effets psychiques. Et on va tester des neuroleptiques en leur administrant derrière des neuroleptiques pour voir quelle substance arrive à arrêter les effets du LSD, à quelle vitesse, à quelle dose il faut les employer. Donc voilà, c'est ça la majorité des études qui sont menées. Il y a d'autres recherches dans les années 60 sur le traitement de l'alcoolisme, notamment avec des bons résultats. Il y a aussi des psychiatres qui font des thérapies de conversion homosexuelle. À l'époque, l'homosexualité est considérée comme une maladie, donc on essaye le LSD pour guérir les homosexuels.
Voilà, il y a quelques recherches qui sont menées comme ça. En tout, dans un usage thérapeutique, il y a 8 structures en France. D'après mes recherches, hein, je fais partie de la première, enfin je suis en fait la première historienne à essayer de retrouver les études qui ont été menées sur le LSD en France dans les années 50-70. Donc, d'après mes recherches, pour l'instant, avec les sources que j'ai, il y a 8 structures qui se sont intéressées aux propriétés thérapeutiques du LSD. Et il y a d'autres institutions qui ont mené des études expérimentales sur le cerveau. Donc en 1966, on est là. Il y a quelques structures qui continuent à mener des études sur le LSD, surtout de manière expérimentale. Et ces recherches-là font pas vraiment l'objet de comptes rendus dans la presse médicale. Donc les autres scientifiques français ne connaissent pas vraiment le LSD, n'en ont certainement jamais entendu parler. Et ça fait pas non plus l'objet du coup de vulgarisation dans la presse populaire française. Donc ni les scientifiques, ni les Français en général ne sont informés qu'il existe une substance qui s'appelle le LSD et qui est utilisée en médecine ou en thérapeutique. La situation, elle est complètement différente aux États-Unis où, notamment, mais dans les pays anglo-américains en général, où depuis la fin des années 50, il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes qui, intègrent le LSD dans leur pratique. Il y a des hôpitaux, qui sont construits spécifiquement pour, faire des traitements au LSD et donc la population, et la communauté scientifique est, très informée des recherches qui sont menées. À la fin des années 50, il y a, beaucoup d'articles dans la presse populaire qui vont diffuser, l'information selon laquelle le LSD, est utilisé pour faire des psychothérapies accélérées. Il y a des, acteurs, des stars de l'époque qui vont déclarer avoir utilisé cette substance-là et y avoir trouvé des bénéfices. Donc la population est bien informée du fait que c'est un médicament et dans quelles indications il est utilisé. Au début des années 60, il y a plein de mouvements, de contre-culture, de ce qu'on a appelé la contre-culture, donc de rébellion d'une partie de la jeunesse contre, la société, de leurs parents, contre les normes établies. Par exemple, des manifestations contre la guerre du Vietnam, pour les droits des noirs américains, pour le féminisme et cetera. Et ces mouvements-là, ils font très peur à la société conservatrice américaine, en fait. Et il y a un discours politique qui va émerger en lien avec les psychédéliques, mais aussi avec le cannabis, pour essayer de décrédibiliser ces mouvements en expliquant dans une propagande diffusée dans les médias que si ces jeunes se rebellent contre l'ordre établi, c'est pas du tout parce qu'ils ont des bonnes raisons de le faire, mais c'est parce qu'ils consomment des psychotropes et que ces substances sont en train de détruire leur cerveau. Donc il y a vraiment tout un discours qui repose pas du tout sur des bases pharmacologiques qui va se développer et ça marche super bien. Les parents notamment ont très peur de ce qui peut arriver à leurs jeunes. Il y a un battage médiatique qui se met en place de plus en plus, qui se diffuse très largement tout au long des années 60. Donc dans les pays anglo-américains, il y a vraiment ces 2 côtés. D'un côté, on parle des psychédéliques comme des substances médicamenteuses et de l'autre, on commence de plus en plus à les décrire aussi comme des substances dangereuses qui, quand elles ne sont pas utilisées de la bonne manière, peuvent avoir des conséquences très néfastes pour les individus. Aux États-Unis, le LSD devient donc peu à peu un objet politique qui divise la société américaine. Mais il faut bien comprendre qu'en France, au début des années 60, l'usage populaire, festif, libertaire du LSD n'existe pas encore. Le LSD n'est pas connu, donc les jeunes ne l'utilisent pas du tout. Il y a quelques artistes qui sont un peu liés au monde médical, qui vont entendre parler de la substance et qui vont en prendre d'abord dans un cadre expérimental, donc entourés par des scientifiques, et puis ensuite qui vont être intéressés pour en prendre chez eux et organiser des soirées dans lesquelles ils vont prendre la substance dans une dimension un peu expérimentale, mais plus dans un cadre scientifique. Mais en dehors de ces petits groupes-là très restreints, en fait, en France, il n'y a pas d'usage de LSD à ce moment-là. Il y a un phénomène qui est en train d'arriver, c'est que les beatniks, les hippies américains, dans leur voyage pour aller en Orient, vont passer par la France notamment. Et en passant par la France, ils vont amener avec eux les substances qu'ils consomment. Et donc, on s'inquiète à partir de 1966, mais à partir du moment où le LSD commence à être connu grâce à Escoffier-Lambiotte, pas avant, on va s'inquiéter du fait que les beatniks diffusent en fait
dans la société ce LSD et corrompent en fait les jeunes Français qui sont jusque-là protégés de la substance parce qu'elle n'est pas connue du tout. Si Zoé Dubus évoque Claudine Escoffier-Lambiotte, c'est que cette femme, qui est médecin et journaliste, est à l'origine de ce qu'il faut bien appeler une panique morale. En 1966, elle écrit une série d'articles dans le journal Le Monde pour avertir la France des dangers du LSD. Alors Claudine Escoffier-Lambiotte, c'est une médecin. D'abord, elle a 3 doctorats en médecine. Elle parle plusieurs langues. Elle est très intégrée dans les milieux médicaux. Elle fait partie des plus grandes institutions médicales de son époque. Et finalement, la médecine, ça l'intéresse pas tant que ça. Ce qu'elle a envie de faire, c'est de diffuser les connaissances médicales auprès de la population. Et donc, elle va lancer une chronique médicale dans le monde. Elle est la première personne à inventer en fait cette manière de faire du journalisme. Et dès les années 50, elle rencontre les plus grands scientifiques, les plus grands médecins de son époque et elle va faire des articles qui sont extrêmement reconnus pour leur rigueur, pour leur impartialité, leur objectivité et le fait que en tant que médecin, elle va vraiment, c'est pas de la vulgarisation, c'est vraiment des articles qui sont extrêmement fouillés, qui sont donc publiés dans Le Monde. Hem, Elle est en lien avec, à la fois, les plus grands patrons, les plus grands médecins de son époque, mais elle est aussi très intégrée dans le milieu médiatique, hem, des années 60. Elle est, vraiment l'une des journalistes les plus connues encore aujourd'hui. Elle fait partie des références, tous les journalistes apprennent, qui est Escoffier-Lambiotte encore aujourd'hui. Et donc, on ne sait pas exactement pourquoi. Il faudrait, faire une recherche un peu plus approfondie sur cette histoire-là précise. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement pour qu'elle ait envie d'écrire, cette série d'articles «Les poisons de l'esprit» en avril 1966. Vraisemblablement, elle a rencontré, un neuropsychiatre qui s'appelle, heu, Bensoussan, Pierre Bensoussan, qui travaille à l'hôpital américain de Paris, dans une réunion mondaine, comme, elle avait l'habitude d'en fréquenter. Et il s'avère que ce psychiatre a reçu dans son service, quelques jeunes, justement américains, qui, en faisant leur voyage pour aller en Orient, se retrouvent à faire, des expériences, qu'on appelle aujourd'hui des bad trips et se retrouvent à l'hôpital. Sauf que lui, il n'a jamais eu à prendre en charge ce type de patient, donc il ne sait pas du tout, ce qu'il doit faire en fait. Il comprend pas, ce qu'on enfin, comment prendre en charge ces jeunes-là. Donc il va discuter avec elle et lui faire vraiment un tableau, très noir de ce qui se passe, aux États-Unis. Alors là, du coup, c'est pas dans mon article parce que c'est des sources que j'ai trouvées après. Je te fais un petit, du coup, teasing d'un prochain article. Mais, en fait, Bensoussan, lui, donc reçoit quelques jeunes dans son service comme ça qui sont en décompensation psychotique suite à la prise, de LSD. Ne sachant pas comment les prendre en charge, il va contacter, un de ses internes, qui est au en ce mo qui fait un stage aux États-Unis à ce moment-là, qui n'est pas du tout spécialisé non plus dans le LSD, et en lui disant: «Bon, puisque toi tu es aux États-Unis en ce moment, essaye de savoir ce que c'est que cette substance que le LSD, et ce qu'il faut faire». Et donc ce jeune, médecin qui est aux États-Unis pour un stage qui n'a rien à voir, va s'informer rapidement autour de lui et va tomber finalement, sur, les articles de la presse à scandale américaine et il va envoyer un espèce de petit compte rendu, à Bensoussan en lui disant: «Bon voilà à peu près, ce que j'ai compris de ce que c'était que le LSD». Donc il lui transmet pas du tout des informations, scientifiques, il ne fait que, relayer un discours à la fois, qui est une propagande en fait, de l'État, américain. Donc Bensoussan reçoit, ces, documents dans lesquels on parle de destruction, psychique, de forme, la plus évinescente, humaine, enfin vraiment des trucs, extrêmement péjoratifs, sur l'usage de LSD et surtout une crainte très forte que, ça puisse, de manière, définitive, détruire les cerveaux des jeunes qui les consomment. Et donc, Bensoussan va discuter de ça avec Escoffier-Lambiotte et à partir de ce témoignage-là, elle va construire une série de 3 articles, qui vont être publiés les 21, 22 et 23 avril 1966 dans Le Monde et qui vont créer ce qu'on appelle une panique morale puisque tout à coup, les Français et les Françaises découvrent, une substance dont ils n'avaient jamais entendu parler et qui est présentée comme vraiment la drogue la plus dangereuse au monde, hein. C'est vraiment les mots, qui sont, écrits dans l'article.
et qui ne parle absolument pas des recherches médicales. Donc les articles sont vraiment seulement orientés à la fois sur la destruction psychique des utilisateurs, mais aussi sur un autre versant qui est celui de l'arme psychique. Parce que Escoffier Lambiotte explique que le LSD est utilisé comme arme chimique pour pouvoir désorienter les opposants pendant les conflits. C'est des recherches qui ont effectivement été menées notamment par la CIA, mais qui n'ont pas du tout abouti, notamment parce que le LSD d'abord coûte cher, qu'il n'est pas vraiment efficace dans cette indication-là, qu'il est finalement c'est très difficile de le diffuser et on ne peut pas le diffuser dans l'air par exemple, et enfin qu'il est beaucoup moins efficace que plein d'autres substances d'armes chimiques qui sont disponibles à ce moment-là. Donc il y a eu quelques articles qui ont été faits notamment dans des revues spécialisées des armées pour décrire un peu les recherches qui avaient été menées sur le LSD dans cette indication. Mais Escoffier-Lambiotte en fait vraiment, elle a un chapitre qui s'appelle des Aztèques à l'arme chimique. Donc vraiment, elle oriente ses articles sur ces deux pôles, à la fois la destruction psychique et le fait que ce soit une arme chimique. C'est étonnant de voir à quel point Claudine Escoffier-Lambiotte se trompe lourdement. Elle est manifestement sérieuse, elle est reconnue dans son domaine. Alors pourquoi s'est-elle fourvoyée à ce point-là? Alors, elle a certainement pas fait des recherches très poussées, simplement il y a eu, un article qui est paru dans une revue, de l'armée française, en 1964, qui décrivait rapidement ses recherches, mais vraiment en 2 pages. Donc, elle a effectivement fait quelques petites recherches, mais vraiment très rapides et toujours pour aller en fait dans son sens. Escoffier-Lambiotte, elle a vraiment un rôle d'entrepreneur de morale. C'est un concept qui a été développé par le sociologue Howard Baker. Les entrepreneurs de morale, c'est des individus qui vont poser des normes pour la société, et elle a vraiment ce rôle-là dans la manière dont elle va, sur le long terme, présenter les psychotropes et les stupéfiants dans le monde. Elle a été très critiquée pour ça. Elle perçoit ces substances comme des choses qui vont vraiment à l'encontre des valeurs qu'elle porte pour la société, et donc elle va tout faire pour les présenter de manière négative, quitte à transformer un petit peu ses sources, quitte à sélectionner des sources qui vont dans son sens. Donc elle a effectivement cette image de rigueur, Escoffier-Lambiotte, mais elle a aussi été très critiquée pour l'orientation qu'elle a prise dans sa manière de présenter les stupéfiants dans ses articles en général, pas seulement sur cette première série qui va inaugurer en fait des dizaines et des dizaines d'autres reportages qu'elle va faire dans les années 70 et 80, toujours dans la même direction en fait. Évidemment, les journalistes de l'époque ne vont pas laisser passer un sujet aussi vendeur, aussi croustillant qu'une drogue venue des États-Unis qui pourrait dévaster les esprits de la jeunesse française. Et à partir des articles de Claudine Escoffier-Lambiotte, s'ensuit une avalanche médiatique. Oui, alors moi j'appelle, dans mon article, je qualifie ce moment-là de panique morale. Là aussi, c'est un concept qui a été développé par des sociologues pour, expliquer comment un élément peut être présenté médiatiquement, de manière, très, dangereuse, sans rapport du tout avec la réalité, des dangers, effectifs de cet élément-là. Donc ça a été utilisé, par exemple pour décrire, les rockers dans les années 60, qu'il y a eu aussi une panique morale autour de ces jeunes au blouson noir, voilà. Et ben, le LSD peut rentrer aussi dans cette description de panique morale où, tout à coup, un sujet émerge dans la presse et on va en faire, des descriptions, extrêmement, négative, très noire, très inquiétante, pour la simple et bonne raison que ça fait vendre en fait et que, ça permet de faire vendre ses journaux à soi. Donc, Escoffier-Lambiotte pose, une manière de décrire le LSD qui, fait sensation, et tous les autres, médias vont ensuite, surenchérir en fait, parce que si vous reprenez simplement, ce que dit Escoffier-Lambiotte, personne ne va acheter votre journal, donc il faut aller dans la surenchère. Donc on a des journaux qui vont, expliquer que le LSD fait effet pendant, 48 heures, qu'une dose, peut, rendre fou, 100 personnes. Bref, il y a vraiment une surenchère énorme comme ça dans les médias. Toute la presse, tous les médias français sont concernés, donc à la fois la presse,
nationales, les plus grands journaux, qu'il s'agisse de la presse populaire comme Paris Match, mais aussi des journaux plus de gauche et intellectuels comme L'Événement. Il y a la une de Crapouillot qui est vraiment caractéristique, donc avec un fond jaune et une image d'une femme aux yeux hallucinés avec qui titre LSD bombe atomique dans la tête. Donc là, à nouveau, on répète encore, on fait référence à cette question de l'arme chimique et on est dans un contexte de guerre froide. Donc, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Ça fait vraiment très peur à la population. Et donc, tous les médias vont faire leurs petits reportages sur le LSD et c'est beaucoup plus facile pour eux de se baser sur Escoffier-Lambiotte que d'aller chercher des nouvelles sources et d'aller voir s'il n'y a pas d'autres manières de présenter le LSD. Est-ce que le LSD serait pas aussi un médicament finalement? Si on vous le présente uniquement comme une drogue dangereuse, vous n'allez pas vous poser la question de si c'est aussi utilisé dans un cadre thérapeutique. Donc, les articles d'Escoffier-Lambiotte forment la base pour tous les autres médias qui vont entrer dans la surenchère. Il y a par exemple Jean Cau, qui est un intellectuel de cette époque-là, qui va aller rencontrer un jeune travailleur du sexe dans la rue, qui va lui dire viens avec moi, je vais faire un reportage sur toute autre chose. Et il la ramène chez lui et il lui fait prendre à son insu du LSD dans un verre d'eau. Et du coup, l'expérience est absolument horrible. Le jeune ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et tout ça est décrit dans le Crapouillot par Jean Cau, donc cet intellectuel, sans préciser que le LSD lui a été donné à son insu. Et du coup, ça donne une description absolument horrifiante de ce que c'est que le LSD, parce qu'effectivement, le jeune est terrifié. Et il y a d'autres intellectuels qui dénoncent cette pratique-là en expliquant que Jean Cau a eu un comportement très dangereux, en fait, parce que ça peut avoir des conséquences psychiques sur le long terme, de droguer comme ça à son insu une personne. Donc, vous voyez à quel point ça peut aller loin, la surenchère, quoi. Il y a des intellectuels qui ont vraiment drogué des jeunes pour pouvoir décrire ce qu'ils avaient envie de décrire sur la déchéance humaine que c'était que de prendre du LSD. À partir de là, la machine est lancée, vous devinez la suite, tous les regards se tournent vers le monde politique, qui à ce moment-là doit réagir, sans quoi on l'accuserait de ne pas savoir protéger la jeunesse. C'est vraiment le but en fait de ces entrepreneurs de morale, c'est de parvenir à interdire une substance qu'ils considèrent comme dangereuse. Donc il faut absolument que l'État intervienne. Escoffier-Lambiotte, dans ses articles, explique d'ailleurs que ça a suffisamment tardé en fait et qu'il faut absolument prendre une décision tout de suite. Elle, dans son article par exemple, elle écrit qu'il y a 4 jeunes par semaine qui sont reçus à l'hôpital américain pour des décompensations psychotiques. Alors c'est pas vrai du tout, hein. Bensoussan, lui, dans un de ses articles scientifiques, ne peut présenter que 8 cas quelques semaines après. Donc 4 par semaine, c'est vraiment un chiffre sorti de nulle part en fait. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de ces entrepreneurs de morale d'aboutir à une prise de décision politique. Et c'est de toute façon ce qui caractérise les paniques morales. C'est une des caractéristiques des paniques morales, c'est que le battage médiatique est tellement intense que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de légiférer le plus rapidement possible pour montrer qu'il a pris conscience du danger et qu'il réagit. Si le gouvernement ne prend pas de décision, c'est comme s'il disait bon, finalement, effectivement, il y a ce produit qui est en train de détruire le cerveau de nos jeunes, mais on ne fait rien. Et donc ça, c'est pas possible, c'est pas du tout admissible. Donc le gouvernement va prendre une décision très rapide, c'est un décret, c'est pas une loi. Donc c'est pour ça aussi que c'est si facile de faire passer cette décision rapidement. Donc le 1er juin 1966 est publié au journal officiel le décret qui classe le LSD, la mescaline et la psilocybine dans le tableau des stupéfiants. Tout ça va aboutir en 1970 à une nouvelle loi de l'usage des stupéfiants dans laquelle seront à nouveau intégrés le LSD, la mescaline et la psilocybine. Le gouvernement montre qu'il a pris conscience du danger, mais permet toujours l'expérimentation scientifique. Donc ça ne veut pas dire qu'on interdit totalement, ça veut dire juste que l'usage hors cadre médical est interdit.
Moins de 6 semaines après la parution des articles de Claudine Escoffier-Lambiotte, les psychédéliques sont interdits en France. Moins de 6 semaines. Alors que c'était des substances qui n'étaient pas particulièrement consommées par les jeunes en France. Je rappelle que la redécouverte occidentale des psychédéliques au XXe siècle a été initiée par des scientifiques à la base. Ça ne vient pas d'un usage populaire, au contraire du cannabis par exemple. Je trouve ça pour ma part absolument sidérant qu'un feu de paille médiatique basé sur du n'importe quoi ait pu aboutir à une interdiction aussi rapidement. Et pourtant je suis journaliste et je sais très bien à quel point certains collègues n'ont aucune capacité de recul sur les sujets qu'ils traitent. Mais moins de 6 semaines quand même, je m'en remets pas. Ceci dit, à ce moment-là, les recherches sur les psychédéliques sont toujours autorisées. Et dans le prochain épisode, Zoé Dubus nous expliquera l'impact de ce décret de 1966 sur la recherche scientifique. D'ici là, portez-vous bien.